Ce webinaire est un point d'étape sur la mise en œuvre de la réforme des redevances après le qui a eu lieu l'année dernière. Euh, Est-ce que on peut, oui, alors. Et donc, il s'agit de faire évidemment un point d'étape sur la mise en œuvre et en particulier, évidemment, tous les points qui peuvent vous concerner plus directement. Alors, un bref rappel sur le fait que la réforme des redevances est évidemment une réforme, enfin évidemment, en tout cas, je rappelle, est une réforme nationale qui concerne donc tous les bassins et toutes les 6 agences de l'eau en métropolitaine. Cette réforme des redevances, elle repose sur un dispositif légal et réglementaire. Le dispositif légal, c'est la loi de finances pour 2024, qui donc a été adoptée fin 2023. Et cette loi de finances pour 2024, évidemment, elle prévoyait une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025, et donc ce qui est déjà derrière nous. Ce dispositif légal a été complété par un dispositif réglementaire, des décrets et des arrêtés d'application, puisque évidemment le dispositif légal ne se suffisait pas, il fallait des textes d'application. Donc voilà, mais évidemment, tout cela est désormais connu de vous, je l'imagine, et d'autant plus connu de vous que dès 2025, dès le début de cette année, on a pu en voir les effets concrets sur les factures d'eau et d'assainissement qui ont déjà été, comment dirais-je, vous avez déjà adressé à vos abonnés ou usagers. Euh, alors, évidemment, c'est une réforme nationale, mais il existe des modulations au niveau des bassins, en particulier sur les redevances de performance. Et vous verrez, je vais y revenir, mais nous allons faire un tour d'horizon de la mise en œuvre, un point d'étape général de la réforme, mais on va évidemment centrer quand même un peu notre propos, ou en tout cas les plus grands développements aborderont les redevances de performance, puisque voilà, c'est la nouveauté qu'on aura à mettre en œuvre pour la première fois là dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors, au niveau du bassin, la modulation des redevances, vous le savez, pour les factures 2025, elle s'effectuera avec avec une modulation maximale, j'allais dire de manière forfaitaire, puisqu'elle s'appuie sur des données 2023 et que donc on ne pouvait pas prendre de manière rétroactive des éléments qui permettent de calculer la réforme avant que la réforme n'ait été adoptée par le Parlement, par la loi. Et donc en 2025, il n'y aura pas de modulation, on prendra forfaitairement la modulation maximale et donc le montant de redevance le plus bas possible. Mais en revanche, à compter des factures 2026, on prendra en compte les données 2024 et là, il y aura de la modulation, mais on va revenir évidemment en détail sur tous ces points. Alors justement, je l'évoquais à l'instant, ce webinaire va faire un tour complet en 3 parties principalement, enfin en 3 parties. D'abord les redevances de prélèvement, en particulier les points dans ces redevances de prélèvement qui ont été modifiés par la réforme. Un bloc central qui donnera lieu à de plus grands développements, les redevances de performance, les 2 nouvelles redevances de performance. Et enfin, nous conclurons la présentation, le webinaire, sur le bloc domestique. Ce qu'on entend par bloc domestique, c'est évidemment la nouvelle redevance sur la consommation d'eau potable, mais également en extinction, j'ai envie de dire, les redevances de pollution et de collecte domestique. Et donc voilà, ça sera la troisième et dernière partie de cette présentation. Et quelqu'un parle, je sais pas. Alors justement, cette, cette intervention inopinée me fait une transition toute trouvée sur les règles de notre webinaire que je vous demande de bien vouloir
respecter parce que vous êtes nombreux, hein, plus de 600 inscrits, et puis on se donne 1 heure et demie pour vous faire ce point d'étape. Donc, évidemment, il faut se tenir à des règles, sinon, si on ne maîtrise pas le déroulement, on risque de déraper en termes de respect de l'horaire. Donc, ce qui est la règle principale, c'est qu'on n'utilise pas le fil de la conversation pour poser des questions et attendre de notre part des réponses. Pour poser des questions, il y a un support questions et réponses que vous trouvez sur votre écran. Vous avez là je vous précise à quel endroit se trouve pardon, ce petit onglet, j'allais dire, enfin en tout cas le menu qui vous permettra de poser les questions. Et les réponses se feront après coup. Elles se feront après coup, soit directement à celui ou celle qui a posé la question, si c'est une question très particulière et qui n'intéresse qu'elle ou quasiment. En revanche, c'était une question d'intérêt général et qui appelle évidemment des clarifications, eh bien, nous la reprendrons dans la foire aux questions nationale que nous partageons avec les autres agences. Comme l'a dit Angélique, mais on se présentera avant d'aborder les développements, ce webinaire est enregistré et vous retrouverez l'enregistrement ainsi que le support que nous vous présentons sur le site internet de l'agence, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est de faire un point d'étape, mais c'est aussi de vous dire où vous trouvez les informations et les outils. Et donc, typiquement, pour ce qui est de ce support et cet enregistrement, vous le trouverez sur le site internet de l'agence. Alors, je voudrais juste terminer mon propos introductif pour laisser un maximum de temps à la présentation, pour dire ce que contiendra et ne contiendra pas ce webinaire. Voilà. Donc, notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est que vous puissiez disposer d'un support qu'on vous invite à conserver, pardon, puisqu'il contient les informations majeures et surtout, il vous donne il vous oriente et il vous donne où se trouvent les sources d'informations et les outils. Donc, c'est un guide vers trouver les outils et avoir toujours la structure générale importante. En revanche, nous n'allons pas vous présenter de manière détaillée les simulateurs sur lesquels on va revenir, mais on ne va pas vous les présenter de manière détaillée. Et comme je l'ai dit, on n'utilise pas la conversation et les réponses on n'abordera donc pas aujourd'hui les cas complexes ou les réponses à des questions particulières. On vous y répondra a posteriori, comme je l'ai indiqué. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à nos expertes et à nos experts du service des redevances qui vont donc faire ce point d'étape sur les 3 grandes catégories de redevances. Merci. Alors, moi, je suis Ingrid Gabella. Je vais vous présenter la partie redevance prélèvement. Je vais juste couper ma caméra le temps de la présentation. Oui. Excusez-moi, Ingrid. Je dis que vous allez vous présenter et j'ai omis de me présenter, c'est quand même fort. Je suis Christophe Dernbach, directeur des finances et des redevances de l'agence au Seine-Normandie. Je suis désolé, mais c'était pour ne plus couper la conversation. Merci. Pas de souci. Donc, moi, je vais vous présenter la partie redevance prélèvement. Donc, qu'est-ce qui a changé avec la réforme sur… Alors, je vois que vous n'avez pas la bonne page. Si, c'est bon. Il y a un petit décalage. Donc, qu'est-ce qui a changé au niveau de la réforme, avec la réforme sur la redevance prélèvement? Bon, en fait, il y a eu la volonté de fiabiliser les mesures d'eau prélevées sur 3 axes. Donc, la traçabilité des index, des index et des volumes prélevés, le maintien en bon état des dispositifs de mesure. Et puis, l'objectif, c'était aussi de généraliser les mesures directes des volumes prélevés. Donc, il a été prévu 3 niveaux de majoration du tarif de la redevance. Donc, on a une majoration de 20% qui est prévue lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou n'est pas tenu à jour correctement au regard des obligations. On a une deuxième majoration de 40% qui est prévue
lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées. Donc, soit le dispositif de mesure est mal installé, soit le redevable n'a pas suivi les obligations de diagnostic ou de remplacement de son dispositif de comptage. Et enfin, on a une troisième majoration au niveau de 60% du tarif lorsque le volume prélevé n'est pas déterminé à partir d'un compteur, enfin de relevé d'index du compteur, sauf dans les cas d'impossibilité avérée de mesure. Au niveau de l'usage alimentation en eau potable, donc une des choses à noter, c'est la suppression de ce qu'on appelle la majoration Grenelle. Donc la majoration Grenelle, c'était le doublement du tarif de la redevance qui est supprimé à partir de l'année d'activité 2025, étant donné qu'on a créé la redevance de performance des réseaux d'eau potable. Donc cette majoration Grenelle est supprimée. Et maintenant, tous les éléments techniques que vous déclariez au niveau de la redevance prélèvement sur les réseaux d'eau potable seront à déclarer dans 6PA et seront récupérés pour calculer la redevance performance eau potable. Donc, on vous parlera tout à l'heure. Une autre nouveauté avec la mise en place de la réforme, c'est la mise en place de tarifs planchers sur les tarifs donc des redevances. Donc, par catégorie, catégorie toute zone et catégorie 2, zone de répartition des eaux, on a des tarifs planchers qui sont appliqués. Donc, par exemple, en eau potable, le tarif plancher sous lequel les agences de l'eau ne peuvent pas descendre, il est de 2,82 centimes d'euros. Et pour autres usages économiques, 1,97 centimes d'euros. Donc, je ne vais pas vous énumérer tous les tarifs, mais voilà, vous trouvez les différents encadrements de tarifs sur cette page. Au niveau du calendrier 2026, ce qu'il y aura à faire, c'est la télédéclaration des index et des volumes prélevés en 2025 avant le 31 mars 2026 sur le portail de télédéclaration des agences. Donc là, il n'y a pas de changement, hein, vous faites ça chaque année. Et puis, il y aura toujours à entretenir vos dispositifs de comptage. Donc là, il n'y a pas de changement sur la durée de validité des compteurs. Donc, pour rappel, la remise à neuf des compteurs, c'est tous les 9 ans, ou alors un diagnostic de fonctionnement est à faire tous les 7 ans. Au niveau des ressources documentaires, je vous invite à consulter la page des redevances prélèvements de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Voilà, il y a le lien ici, vous l'aurez quand vous recevrez vous aurez à disposition le diaporama. On a voulu vous présenter quelques questions qui nous sont souvent posées sur notre boîte générique de réforme des redevances. Donc, on a noté une question qui revenait souvent, c'est quelles sont les conditions pour acter d'une impossibilité de mesure? Donc, en cas d'impossibilité de mesure, première chose à faire, le redevable doit informer l'agence de l'eau avant le 31 décembre de l'année normalement de réalisation de l'ouvrage de l'impossibilité d'installer ou de mettre en œuvre une installation de mesure. Donc, il doit lui faire part de cette impossibilité en lui demandant son accord. En cas de refus de validation de l'agence de l'eau, qui conclut à la possibilité de mettre en place techniquement un dispositif de mesure, le redevable doit l'installer, sauf s'il démontre qu'une telle installation représente un coût équivalent à au moins 5 fois le montant de la redevance calculée. Dans ce cas-là, l'impossibilité avérée de mesure sera validée. Autre question qu'on reçoit également, qu'est-ce qu'une ZRE? Parce qu'on trouve ça sur nos tarifs de redevance et où on trouve l'arrêté listant les masses d'eau en zone de répartition des eaux. Donc, les zones de répartition des eaux sont définies en application de l'article R211-71 du Code de l'environnement comme des zones présentant une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Donc, c'est le préfet coordonnateur de bassin qui définit par arrêté les zones de répartition des eaux et le préfet département qui constate ensuite par arrêté la liste des communes concernées. Dans les cas des eaux souterraines, donc, pour chaque commune est précisée la côte en dessous de laquelle les dispositions relatives aux ZRE deviennent applicables. Et donc, une commune dont une partie seulement du territoire serait concernée
doit être incluse dans la ZRE pour la totalité de son territoire, mais la ZRE s'applique uniquement sur la masse d'eau visée. J'en ai terminé pour la partie redevance prélèvement. Je laisse la parole à ma collègue Anne-Christine Guerig. Donc, je vais vous parler tout d'abord de la redevance de performance des réseaux d'eau potable. Concernant les évolutions liées à la réforme des redevances et les tarifs, donc c'est une nouvelle redevance depuis le 1er janvier 2025. Et les redevables sont les communes ou établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable. Comment est calculée cette redevance? C'est une assiette multipliée par un tarif multiplié par un coefficient de modulation global. L'assiette, c'est les mètres cubes d'eau potable facturés sur l'année N, quelle que soit la période de distribution. Le tarif, c'est 0,085 € par mètre cube en 2025 uniquement, car pour 2026-2030, le tarif est à 0,148 € par mètre cube. Et enfin, le coefficient de modulation global va être constitué de plusieurs éléments, et donc notamment le coefficient de performance du réseau entre 0 et 0,55 et le coefficient de gestion patrimoniale entre 0 et 0,25. Pour 2025, donc pour les factures qui ont été établies en 2025, un coefficient de modulation globale forfaitaire de 0,2 est appliqué. Donc pour la redevance 2025, c'est ce coefficient de 0,2 qui sera pris en compte par l'agence. Et il est à déterminer pour les factures 2026, on va le revoir après. Donc comme je disais, cette nouvelle redevance est modulée selon les performances de la distribution. Il est donc nécessaire de simuler le coefficient de modulation pour pouvoir appliquer le tarif sur les factures. Un exemple, donc pour les factures de 2026 à venir, vous utilisez les données de 6PA de 2024 que vous utilisez pour effectuer une simulation et vous réglerez cette redevance à l'agence en 2027, c'est-à-dire la redevance qu'on appelle 2025 sur la facturation 2025. Sur la facturation 2026, pardon, donc pour ce que vous facturerez en 2026 avec les données de 6PA 2024 pour avoir le coefficient de modulation, vous le réglerez en 2027 à l'agence. Enfin, donc, comme je disais, ces données de performance sont issues des données de 6PA avec 3 nouvelles variables créées en vue de cette redevance. Et la base réglementaire est le décret 2015-991 du 29 décembre 2015, donc assez ancien, et donc qui a simplement été modifié le 22 décembre 2022. Au niveau du calendrier, donc en ce moment, 2025, pour la première colonne de ce tableau qui doit s'afficher, je pense, pour vous maintenant, dans 6PA, vous saisissez, vous avez déjà saisi ou vous êtes en train de terminer de saisir vos données techniques 2024 afin d'estimer le coefficient de modulation et donc d'effectuer ensuite une délibération. Cela vous permettra en 2026 de répercuter via la contre-valeur le coefficient de modulation de la redevance 2026 sur la facturation de vos abonnés. Par ailleurs, d'ici le 31 mars 2026, à partir du moment où la campagne de télédéclaration des redevances sera ouverte, entre janvier et le 31 mars 2026, vous aurez à effectuer votre télédéclaration. Pour cette année, donc pour la déclaration 2025, vous n'aurez que les volumes facturés à déclarer, puisqu'en effet, pour ce qui est de 6PA, on n'utilisera pas de données 2023, puisqu'on utilisera le coefficient évoqué précédemment de 0,2. Et après le 31 mars 2026, après les calculs effectués par l'agence, vous aurez à régler la redevance après réception du titre. En parallèle, toujours en 2026, dans 6PA, vous aurez donc à saisir au cours de l'année 2026 vos données techniques 2025, de la même manière qu'en 2025, vous saisissez vos données techniques 2024. Et encore une fois, cela vous permet d'estimer le coefficient de modulation et d'effectuer une délibération dans la foulée. En 2027, on a la même chose qu'en 2026, à la différence près que cette fois, il n'y aura pas de coefficient de modulation forfaitaire, mais un coefficient qui dépendra de vos données techniques 2024 que vous avez saisies dans 6PA et que nous importerons dans le portail de télédéclaration afin que vous puissiez consulter ces données. Quelques ressources concernant cette redevance de performance des réseaux d'eau potable. Donc, lorsque vous aurez ce support, vous pourrez cliquer sur les liens qui s'affichent.
Tout d'abord, un lien vers une page du site internet de l'Agence de l'eau Seine-Normandie avec les essentiels de la redevance pour performance des réseaux d'eau potable, notamment les tarifs. Ensuite, une page aussi sur la contre-valeur des redevances pour performance sur la facture d'eau. Ensuite, la foire aux questions interagences sur le thème de la réforme des redevances qui concerne donc toutes les redevances, en particulier celle-ci. Et enfin, vous aurez aussi un lien sur une plaquette qui concerne la redevance de performance des réseaux d'eau potable. Alors, l'Agence de l'eau ne met pas à jour, n'effectue pas d'activité particulière sur SISPA. Nous utilisons simplement les données qui y sont présentes. Toutefois, nous vous affichons quelques ressources supplémentaires pour vous aider à utiliser notamment le simulateur. Donc, vous pourrez cliquer sur le premier lien qui correspond à une plaquette de présentation des données à saisir dans SISPA pour pouvoir utiliser ce simulateur. Un tutoriel sur l'utilisation du simulateur, une foire aux questions et enfin, vous avez aussi une copie d'écran qui vous montre que dans Documentation, Redevance Performance Eau, vous avez aussi accès à un certain nombre de plaquettes et d'informations concernant notamment la redevance de performance des réseaux d'eau potable. Ensuite, je vous présente simplement une copie d'écran pour accéder au simulateur, 2 accès. Lorsque vous êtes connecté, en haut, vous avez donc un petit schéma et une petite icône et le terme simulateur que vous pouvez cliquer. Et sinon, tout à droite, dans Action, vous avez simulateur coefficient de la redevance performance. Je vous présente maintenant un rappel des actions à réaliser sur SISPA. Donc d'abord, consulter la documentation que je viens de vous présenter. Vérifier le référentiel, c'est un point essentiel avant de débuter la saisie. Si vous avez des questions, des problèmes concernant la gestion des comptes ou pour le référentiel, il y a un contact unique qui est l'adresse mail sispa.référentiel@espelia.fr. Ensuite, vous gérez les mandats pour le cas où un délégataire doit être mandaté pour une collectivité afin que ce délégataire puisse renseigner les données sur SISPA. Ensuite, vous saisissez les données pour tous les indicateurs réglementaires. Vous cliquez bien sur le bouton « Publier » avant le 31 décembre 2025, une fois la saisie terminée. La vérification des données n'étant plus assurée par les services de l'État, c'est vous qui cliquez bien sur « Publier ». Vous n'êtes plus en attente de validation. Enfin, vous revenez sur SISPA au premier trimestre 2026 pour vérifier le référentiel 2025. Un élément que nous a transmis l'OFB, qui est donc en charge de ce site SISPA. L'OFB sera présente au Salon des maires les 18 et 19 novembre pour conseiller les collectivités sur SISPA. Il y aura une présentation de l'Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement en salle Lasserre, mardi 18 novembre, de 11h à 11h30. Comme pour les redevances prélèvements, nous vous avons préparé quelques réponses à quelques questions qui nous sont habituellement posées. La question la plus récurrente concerne le simulateur sur SISPA. Vous avez parfois un disponible qui est indiqué au niveau du calcul de votre coefficient dans le simulateur, comme sur la copie d'écran. La plupart des cas, la raison en est que le DC 344, volume estimé de soutirage en cas d'incendie exceptionnel, n'a pas été rempli. Donc, si vous avez 0 en volume, vous saisissez 0. Il ne faut pas le laisser vide. Si vous laissez vide, vous aurez un calcul qui indiquera indisponible. Deuxième question, que se passe-t-il si on a plusieurs entités de gestion pour une collectivité? Alors, il faut renseigner l'ensemble des indicateurs dans SISPA pour chacune des entités et le calcul final du coefficient de modulation globale est effectué en fonction du volume entrant propre à chaque entité. Une question différente cette fois sur la vente d'eau en gros. Donc, quelle redevance faut-il réclamer à nos abonnés? La redevance de prélèvement s'applique à la totalité du volume prélevé et peut être répercutée sur tous les volumes vendus, y compris les ventes en gros à d'autres collectivités. Par contre, les nouvelles redevances de performance des réseaux de distribution et de consommation d'eau potable s'appliquent aux usagers finaux par la collectivité qui achète les volumes. Une autre question qui concerne cette fois le coefficient définitif qui sera déterminé par l'agence au moment du calcul de la redevance. Donc, que se passe-t-il si le coefficient estimé est différent du coefficient définitif déterminé par l'agence 2 ans après, si vous vous souvenez du calendrier de tout à l'heure? Donc, les redevances de performance sont des charges
du service comme pour la redevance de prélèvement sur la source en eau. Donc, à compter des factures de 2027, la collectivité pourra ajuster la contre-valeur en tenant compte de l'écart entre les montants calculés par l'agence de l'eau et les montants que la collectivité aura encaissés auprès des usagers via ce supplément de prix. Cette différence provient essentiellement de retard de paiement, d'impayés, mais aussi de correction de facture ou d'erreurs d'estimation de ces coefficients. Enfin, est-ce qu'il faut appliquer directement le coefficient du simulateur sur vos factures de 2026 ? En réalité, il faut multiplier ce coefficient par le tarif de l'agence. Donc, pour rappel, il faut le multiplier par 0,085 pour 2025 et à partir de 2026, il faut multiplier ce coefficient par 0,148 € par mètre cube. Je passe la parole à Madame Lalvé. Bonjour à tous et toutes. Je vais intervenir dans cette présentation sur la redevance de performance des réseaux d'assainissement collectif. Le principe est le même que pour la redevance de performance de la distribution d'eau potable. Vous avez à peu près la même diapo, sauf que ont été pris en compte que le redevable, c'est la commune ou l'établissement public compétent en matière d'épuration des eaux usées. La redevance, elle se calcule en décomposant une assiette qui n'est pas les mètres cubes d'eau potable comme mentionné sur la diapo, mais bien les mètres cubes assainis facturés. Donc ça, on corrigera le support quand on vous le diffusera. Les tarifs sont mentionnés ensuite dans le deuxième élément de la multiplication, donc avec 0,089 € par mètre cube en 2025, puis 0,356 € par mètre cube sur la période 2026 à 2030. Et on multiplie ce tarif par le fameux coefficient de modulation globale, donc du coup qui est la nouveauté de ces redevances de performance introduites par le législateur, donc calculé à l'échelle de chaque système d'assainissement. Système d'assainissement, on entend la collecte et le traitement. Et si la collectivité dispose de plusieurs systèmes d'assainissement, on pondère ce coefficient de modulation globale par la charge en DCO entrante sur chacun des ouvrages. De la même façon que pour la performance d'eau potable, a été définie pour les factures de 2025, donc ce sont les délibérations que vous avez prises il y a à peu près un an, un coefficient qui était fixe à 0,3, donc qui a permis de multiplier le tarif de 0,089 € par mètre cube. Par contre, pour les factures de 2026, ce coefficient est à déterminer. Voilà comment on le détermine. Donc, cette nouvelle redevance, elle est modulée, contrairement à la redevance de collecte domestique qui s'appliquait auparavant. Cette modulation est effectuée selon la performance des ouvrages d'assainissement collectif, donc performance qui est en fait entendue au sens performance de la station de traitement, mais aussi performance de la collecte des eaux usées. Pour vos factures de 2026, comment est-ce qu'on établit cette performance? On regarde les données de vos ouvrages de 2024. Et le règlement de ce que vous allez prélever sur la facture de 2026 se fera à l'agence en une fois, sans acompte, en 2027. Les données de performance, elles sont issues des données de suivi des ouvrages collectifs d'assainissement, en application de l'arrêté du 21 juillet 2015 qui a été modifié par l'introduction d'un certain nombre de précisions que l'on va reprendre dans la diapo suivante. Donc, l'arrêté du 5 juillet 2024 a complété l'arrêté du 21 juillet 2015 avec des obligations nouvelles sur le bassin Seine-Normandie notamment. Donc, pour les ouvrages supérieurs ou égaux à 2000 équivalents habitants, on a un contrôle des dispositifs d'autosurveillance, donc contrôle de la station et du réseau, à la charge du maître d'ouvrage à effectuer au moins tous les 2 ans. Un cahier des charges et la liste des bureaux d'études est publié sur notre site de l'Agence de l'eau.
Sur les données 2025, ce que l'on va vous demander au cours de l'année 2025 pour que vous établissiez vos factures de 2027, on demandera la preuve que vous ayez engagé cette démarche auprès des bureaux d'études. Les bureaux d'études que vous devez utiliser sont des bureaux d'études qui doivent être indépendants et bien sûr compétents. Pour les ouvrages entre 200 et 2000 équivalents habitants, il est demandé une nouveauté, c'est un rapport d'autosurveillance à effectuer à chaque bilan 24 heures. Un cahier des charges est disponible sur le portail de l'assainissement. Sur les données 2025 toujours, que l'on examinera au cours de l'année 2026 et pour lesquelles la modulation servira aux factures 2027, l'examen du rapport d'autosurveillance ne sera regardé vraiment en détail par nos équipes que sur vos données de 2026, qui laisse un petit peu de temps pour se mettre en conformité sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est impératif dès 2025, c'est le dépôt de vos bilans 24 heures pour ces tailles d'ouvrage-là sur la plateforme Verso, comme demandé par l'arrêté du 21 juillet 2015. Si on reprend un petit peu le calendrier, donc je n'ai pas fait un tableau comme pour 6PA, j'aurais pu faire à peu près la même chose, mais là vous avez des phrases qui expliquent que vous avez au cours de l'année 2026 donc à appliquer des contre-valeurs avec une délibération à prendre. Alors, l'agence de l'eau n'est pas forcément prescriptrice par rapport à vos préfectures, mais nous, ce que l'on a compris et ce qui semble être de la bonne administration des collectivités, c'est que cette délibération est à prendre avant le 31/12/2025. Il nous semble aussi qu'il était possible qu'elle soit prise avant la première facturation. Cette délibération est à faire sur la base des simulations sur les données, cette fois 2024. On verra après dans la suite de la présentation comment obtenir ces simulations. Vous aurez à faire en 2026 le suivi de vos ouvrages 2025, ce suivi servant à établir vos factures de 2027. Pour mémoire, les données d'autosurveillance des stations doivent être remises chaque mois dans l'application Verso avec une date limite de remise au 31 janvier 2026. Le bilan annuel de fonctionnement de l'année 2025 doit être déposé avant le 1er mars 2026. Et enfin, avant le 31 mars 2026, vous aurez à déclarer à l'agence de l'eau les données relatives au calcul de la redevance de l'année 2025. Donc, pour tous ceux qui ont bien suivi tout ce que j'ai expliqué, cette fois, on déclare le volume assaini en 2025 avec un coefficient qui était fixe, prévu pour la première année d'application à 0,3. Et cette redevance sera à payer en 2026 en une seule fois, sans acompte. J'ai remis les tarifs qui s'appliquent année par année, donc qui étaient repris dans la première diapo, mais vous les avez là, donc avec une stabilité jusqu'à la fin du programme qui est proposé. Et ces tarifs sont appliqués, multipliés par le coefficient de modulation représentatif du fonctionnement de votre système d'assainissement. Nous avons mis en place un système de ressources avec un point d'entrée unique pour vous aider à déterminer les contre-valeurs sur notre site. Donc, vous avez une page Agence de l'eau redevance, le bloc orange en haut de la diapo. Si vous cliquez sur ce bloc, il y a différents menus, dont un qui est une information sur la facturation des abonnés. Et quand vous déployez complètement l'article, vous pouvez suivre comment déterminer la contre-valeur à appliquer sur vos factures d'eau ou d'assainissement. Sur cette page, on retrouve la méthode de détermination des contre-valeurs, je l'ai dit, mais à gauche, l'accès aux deux simulateurs. Donc, le simulateur dont a parlé Madame Guerig sur la partie eau potable, donc, qui est hébergée par la plateforme 6PA. Vous avez toutes les plaquettes
vous avez des tutos qui ont été faits par le support de l'interagence pour vous aider à la saisie. Et on va mettre en ligne également prochainement les délibérations modèles de 2026 pour vos prochaines délibérations qui ont été proposées par la FNCCR. Donc, on va les remettre sur notre site. Si on se place maintenant sur la question particulière de la performance de l'assainissement collectif, j'espère que la diapo est mise à jour de votre côté. C'est bon? Ouais, parce qu'on a un petit temps de décalage dans la salle, donc comme il faut quand même essayer de suivre en détail. Vous vous connectez en fait avec un identifiant qui vous a été adressé par nos services si vous êtes identifié au niveau de l'agence de l'eau comme étant le futur redevable. C'est-à-dire, si on reprend les termes que j'ai utilisés tout à l'heure, le maître d'ouvrage du dispositif de traitement. Vous avez reçu votre identifiant, tout se passe sur le portail téléservice des redevances des agences. Contrairement à la simulation pour la redevance de performance d'eau potable, où il faut que vous vous souveniez que c'est des écrans spécifiques de 6PA, pour ce qui concerne l'assainissement, on reste sur le portail, je dirais, habituel de déclaration des redevances des agences, dit téléservice. Vous vous connectez avec cet identifiant et le mot de passe généré. Vous aboutissez à cette page que certains reconnaissent, pour laquelle vous avez une nouvelle rubrique qui a été complétée, qui s'appelle « Mon outil de simulation et données de redevance », donc qui est entouré en rouge dans la présentation. Vous cliquez dessus et apparaît pour vos systèmes d'assainissement une page que l'on appelle la page du simulateur avec un certain nombre d'informations. Et bien mentionner l'année de redevance concernée, donc année de redevance, année pour vous de contre-valeur. Donc, pour estimer votre contre-valeur 2026, vous vous fiez à l'année de redevance et tout ça sera réglé en 2027. Et les données qu'on utilise sont les données de fonctionnement de 2024. En haut, vous avez un coefficient de modulation globale simulé qui s'applique. Donc, il est là pour ce cas de 0,394. Le maître d'ouvrage va pouvoir utiliser ce coefficient, l'appliquer au tarif de l'agence de l'eau pour l'année 2026 pour établir ce qu'on appelle la contre-valeur, l'équivalent du tarif à reporter sur la facture. Bien sûr, on peut rentrer dans le détail et chaque maître d'ouvrage est invité à le faire, vérifier les données que l'agence expose, donc qu'elle a dans ses bases de données. Donc, en l'espèce, on a 4 stations d'épuration sur ce cas-là. Ces 4 stations d'épuration, vous avez leur capacité qui est mentionnée dans le détail en bleu. Et pour chacune de ces stations d'épuration, un coefficient estimé. En dépliant chacune des lignes, vous allez pouvoir accéder à l'information sur chacune des stations d'épuration. Ces stations d'épuration, on les a réparties, enfin le législateur, ce n'est pas nous, au niveau de leur capacité en strates. Donc, on dit que la strate numéro 1, qui introduit un calcul spécifique, ce sont les stations d'épuration de plus de 2000 équivalents habitants. En l'espèce, cette station fait 400 000 équivalents habitants. Elle a atteint un coefficient de 0,365. Et si on regarde les différentes rubriques qui sont mentionnées, on voit que cette station d'épuration a été mise en service le 16 septembre 2003 et on a une valeur de charge en DCO entrante retenue. Donc, cette charge en DCO entrante retenue, elle est importante. Souvenez-vous, j'ai expliqué dans les diapos précédentes que quand un maître d'ouvrage avait 4 stations d'épuration, par exemple, on proratise le coefficient définitif par rapport à la charge entrante de chacune des stations d'épuration.
Donc, du coup, l'impact de chaque système dans le système global est pondéré par cette charge en DCO retenue. Elle est calculée et présentée par l'Agence de l'eau sur la base des éléments déposés en termes d'autosurveillance. Donc, que vous déposez dans Verso, vous ou votre exploitant, puis qui sont reportés dans les outils d'autosurveillance de l'Agence de l'eau, outils par exemple pour Seine-Normandie qui s'appelle Decado. Vous avez également la population raccordée. Pour cette tranche de stations d'épuration supérieure à 2000 équivalents habitants, cette information en gris est une information facultative indicative. Ensuite, vous avez l'estimation des différents coefficients d'axes. Donc, les axes, en fait, rassemblent les éléments à analyser, on va dire, en termes de performance. Par exemple, l'autosurveillance. Dans ce cas-là, cette station de 400 000 équivalents habitants a une autosurveillance validée à oui par l'Agence de l'eau sur la station, STE, ou le système de collecte également. Donc, c'est des données qui sont des données d'expertise de l'Agence de l'eau qui sont, entre guillemets, publiées par l'Agence de l'eau. Si vous, dans la simulation, changez ces valeurs-là, ça veut dire que vous estimez que l'expertise qui a été faite par l'agence n'est pas retenue. Nous, au moment du calcul en 2027, sachez que ce sont ces valeurs-là que l'on va retenir. Donc, il y aura une discussion pour comprendre pourquoi on a un avis divergent. Les éléments qui sont dans les simulations vous appartiennent, c'est-à-dire que la simulation est faite par vous. Aucune des données que vous allez modifier ne sera remontée informatiquement dans nos systèmes. C'est-à-dire que ça reste dans les simulations, dans les simulateurs. Le deuxième axe que l'on regarde, c'est l'axe dit réglementaire. Cet axe réglementaire, il est décomposé en 4 sous-axes, on va dire, sous-critères. La notion de conformité d'équipement, donc ça c'est une notion classique de la conformité eu égard aux critères de la directive résiduaire urbaine, je vais y arriver. Et du coup, on a reporté dans ces éléments d'axe réglementaire les éléments d'appréciation des services police de l'eau. Donc, ce sont des exports de données que l'on fait d'un outil national qui s'appelle ROSO, qui est un outil géré par l'État. Et on vous demande, sur cet axe réglementaire, de regarder si les différentes informations que l'on a sont bien les informations que vous avez reçues de la part des services de l'État via des courriers de notification de vos états de conformité. Alors, dans un certain nombre de cas, pas trop pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants, mais les arrêtés de conformité ou les courriers ne sont pas tous sortis forcément par département. Et donc, on met à jour nos données sur le simulateur à pas de temps régulier pour rendre compte de ces notions de conformité. Ensuite, le dernier point de présentation pour la strate des plus grosses stations d'épuration, pour la partie performance, ce sont des notions sur la bonne destination des boues, mais aussi sur le rendement de 3 paramètres constitutifs de l'estimation de la performance d'assainissement. Pour ce qui concerne la bonne destination des boues, comme vous le voyez, le simulateur est chargé par défaut sur une bonne destination des boues, c'est-à-dire que vous avez le coefficient maximal qui est prévu. Si vous voulez faire évoluer ce coefficient ou détailler différentes destinations de boues au cours de l'année donnée 2024, vous cliquez sur la calculette « Calculer ». Et vous avez les différentes possibilités de destination de boues qui vous sont proposées avec des petites coches assez
assez peu visible, donc je vous demande de faire bien attention à ce point-là pour définir si les différents types de destination des boues sont conformes en termes de cohérence par rapport au respect, par exemple, de la bonne valorisation agronomique des boues. Donc, soyez vigilants quand vous utilisez. Sur le simulateur, vous avez toujours une notice. Si vous êtes un petit peu perdu sur le paramètre, fiez-vous à la rubrique de la notice. Ensuite, les rendements qui vous sont présentés là, ce sont également les rendements annuels qui ont été déterminés avec les services police de l'eau à partir des données qualifiées en termes d'autosurveillance par les services de l'État. Donc, ces rendements aboutissent en fait à des critères, à des pondérations qui permettent en fait de définir la totalité ou pas de l'axe de performance. En l'état, si vous regardez l'exemple sur l'écran, vous avez un rendement en matière en suspension et un rendement en DBO5 qui sont supérieurs ou égaux à 95 donc qui aboutissent à la valeur maximale. Par contre, dans cet exemple, le rendement annuel étant mis en DCO à 90, on n'est pas sur la donnée maximale, ce qui fait que le coefficient d'axe de performance que vous retrouvez en vert et qui est calculé, le principe du simulateur, tout ce qui est en vert est calculé par le simulateur, tout ce qui est en gris peut être saisi. Aboutit donc ce calcul à 0,160 sur l'axe compte tenu de la performance pas au maximum sur la DCO. Enfin, donc on a vu les 3 axes pour la strate des stations de plus de 2000 équivalents habitants. Pour la strate numéro 2, des stations entre 200 et 2000 équivalents habitants, l'écran est différent et l'écran est adapté aussi au type épuratoire. Ici, vous avez en présence une station de type boue activée pour une capacité nominale de 1820 équivalents habitants, donc avec une mise en service au 1er juin 2018. De la même façon, on retrouve la notion de charge en DCO retenue. Et cette fois, contrairement à la strate des plus de 2000 équivalents habitants, la population raccordée est importante pour cette strate puisqu'elle permet, elle n'est plus facultative comme nous l'avions dans la diapo précédente. Dans ce cas-là, la population raccordée permet le calcul de la charge en DCO retenue. Donc, ce point est à vérifier, à fiabiliser, parce que nous avons utilisé des données au niveau national, au niveau du bassin, qui ne sont pas forcément aussi précises que les données que vous pourriez avoir. Et dans ce cas, adaptez le calcul à la population raccordée que vous estimez. Donc, pour votre simulation, et ensuite, quand vous aurez le formulaire de déclaration donc au cours de l'année 2026, je le rappelle, sur la redevance au cours de l'année 2027, sur la redevance 2026 et les données 2024, vous aurez cette valeur qui sera recopiée sur le formulaire, mais vous pourrez la modifier également en fonction de ce que vous aurez déterminé dans vos simulations et ou recalculer par rapport à ce que vous connaissez de la population raccordée. Donc ça, c'est un point important pour cette strate. Ensuite, on retrouve l'axe autosurveillance, comme on l'avait pour les stations de plus de 2000. Alors, il est un peu plus simplifié dans ce cas-là. On a 3 questions. La première question mentionne si est-ce que le système d'épuration dispose des équipements d'autosurveillance requis. Donc là, au niveau de l'agence de l'eau, nous n'avons pas mis de valeur par défaut. Nous avons mis par défaut de ne pas connaître ces équipements d'autosurveillance et la réponse est à non. C'est à vous de mettre oui si vous voulez que votre axe d'autosurveillance soit estimé à la valeur maximum. Alors, bien sûr, vous avez certainement envie que l'axe soit à la valeur maximum, mais il faut quand même respecter les critères. Et les critères, ce sont ceux de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 qui précise par type d'ouvrage les équipements d'autosurveillance qui sont attendus.
Si vous ne connaissez pas ces éléments-là et que vous avez un service d'assistance technique, par exemple, vous pouvez demander confirmation, ou si vous avez un exploitant, bien sûr, lui demander si vos équipements sont bien les équipements requis en matière d'autosurveillance. Pour les deux autres questions, pour l'année 2024, nous avons considéré par défaut que vos données d'autosurveillance avaient bien été transmises et que le bilan d'autosurveillance attendu était bien conforme. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que, comme je l'ai dit dans les propos introductifs, les éléments concernant l'autosurveillance ont été précisés par arrêté de juillet 2024 et on a considéré que pour toutes les données 2024, vous ne pouviez pas avoir eu l'information avant que les arrêtés soient sortis. Donc, on a considéré par défaut que ces deux critères étaient respectés. Donc, on est toujours dans la strate numéro 2 de ces stations de 200 à 2000 équivalents habitants. Et on va regarder maintenant la conformité réglementaire et la performance. Pour ce qui concerne la conformité réglementaire, on retrouve des notions que l'on a vues pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants, avec toujours la conformité d'équipement et la conformité, cette fois, qui n'est pas déclinée par système de collecte, temps de pluie, temps sec, mais qui est une conformité globale. Et de la même façon, les éléments qui sont reportés dans le simulateur sont les exports de données issues de Roseau, des services de l'État. Et c'est là où ce que je disais par rapport à la cohérence avec les courriers que vous avez pu recevoir, il est possible qu'on ait un léger décalage dans nos données et que vous ayez déjà reçu un courrier qui disait que votre système était conforme, alors que côté agence, nous, on était encore à charger une donnée un petit peu ancienne. Donc, il peut y avoir des décalages. Je vous invite, dans ce cas, si vous avez bien les courriers, à compléter votre simulateur, bien sûr, avec les valeurs qui sont mentionnées dans votre courrier. Enfin, et je terminerai sur l'axe performance de ces systèmes de 200 à 2000 équivalents habitants. Un point très important, c'est que pour estimer la performance de ces ouvrages, on se base sur la production de boue théorique attendue. Donc, on attend une production de boue annuelle. Et cette production de boue annuelle, on retrouve la formule de la quantité de boue attendue en fonction de la charge moyenne en 30, en DBE5 et en MES dans le système. Cette charge moyenne côté AESN, nous ne l'avons pas établie à partir de vos données, mais à partir de la population raccordée avec une formule de correspondance. De la même façon, si vous avez, comme on l'a vu dans la partie charge en DCO, rectifié la population raccordée, il faut aussi logiquement que vous puissiez rectifier cette charge moyenne en 30 en fonction de la population raccordée que vous estimez pour que votre production de boue que vous allez déclarer soit cohérente et qu'il n'y ait pas un décalage. J'ai vu dans les questions, et on l'a souvent cette question-là, mais vous avez la main pour produire cette évaluation de façon à ne pas être pénalisé sur cet axe de performance. À la fin donc je passe assez rapidement sur les plus petites stations parce qu'il y a peu de choses à compléter et on n'a pas d'évaluation au niveau autosurveillance, on a juste la conformité et la performance. La performance, elle est jugée performante dès lors qu'on n'a pas un PV des services police de l'État, enfin police de l'eau ou de l'OFB mentionnant qu'il y a un système polluant. Donc, je n'ai pas fait de diapo spécifique. La diapo spécifique que vous avez là maintenant, c'est le principe même, c'est-à-dire avec les différents éléments que je vous ai donnés pour les deux grosses strates, on va dire, des stations d'épuration. Vous avez en bas de page des boutons très importants. Un premier bouton qui vous permet d'enregistrer votre simulation. Et vous avez un autre bouton bleu où vous pouvez calculer le coefficient. Donc, ce bouton de calcul, il est important aussi puisque si vous avez changé
un élément qui était produit par l'agence, vous pouvez recalculer le coefficient de modulation globale. Et si vous avez bien suivi mes explications, tout ce qui est en vert étant calculé, vous avez les blocs verts qui se mettent à jour. Vous avez la possibilité, et c'est un point essentiel, d'ajouter une station d'épuration. Si vous connaissez son code cendre, vous pouvez ajouter cette station d'épuration. On vous demande aussi des informations sur la filière. Donc, je dirais que vous pouvez le faire en toute autonomie. Néanmoins, c'est quand même un petit peu étonnant que l'agence n'ait pas eu l'information que cette station dépendait de vous. Donc, un petit message quand même à l'adresse que vous trouvez sur la diapo, réforme des redevances, nous indiquant qu'il vous manque une station d'épuration est intéressant puisque ça nous permet nous aussi d'être en cohérence avec nos référentiels. Et par contre, on a aussi beaucoup cette question-là avec des stations qui ne sont pas correctement attribuées. On ne peut pas éliminer du calcul un ouvrage. On ne peut pas supprimer une station alors qu'on peut en ajouter une. Par contre, vous voyez, vous avez un petit bouton radio. Alors, c'est un petit peu petit sur la simulation et c'est le deuxième bloc rouge de la diapo. Vous avez un petit bouton que vous faites glisser pour exclure la station d'épuration qui ne vous appartient pas ou qui n'est pas dans votre périmètre de votre calcul. Vous glissez cette petite coche et vous enregistrez, vous recalculez, ça vous donne le calcul du coefficient sans la prise en compte de cette station d'épuration. Avec cette souplesse d'ajouter une station et d'en éliminer une, vous avez la possibilité ainsi d'anticiper le périmètre de votre EPCI ou de votre syndicat pour 2026. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Non, il y a peut-être un autre bouton où vous avez réinitialisé à partir des données de l'agence. C'est si vous êtes arrivé en bas de votre simulation et que vous ne gardez pas les essais que vous avez faits de simulation, vous avez toujours la possibilité de retrouver les dernières données chargées par l'agence en utilisant la donnée réinitialisée à partir des données agence. Alors, on a fait pour simplifier aussi la prise de parole sur ce temps de présentation du webinaire, on vous a mentionné des questions un petit peu toutes faites à partir des questions principales que nous recevons sur la boîte réforme des redevances depuis fin août. Les nouvelles obligations sur l'autosurveillance, où est-ce que je peux trouver les CCTP ou les cahiers des charges? Donc, pour les ouvrages supérieurs à 2000 équivalents habitants, pour le moment, vous avez le cahier des charges sur le site de l'agence, sur la page redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, toujours le même principe. Dans le bloc à gauche, se documenter sur le sujet, vous avez les cahiers des charges et toutes les données ressources. Vous avez aussi là, sur ces éléments-là, les plaquettes. Et pour les ouvrages entre 200 et 2000 équivalents habitants, cette fois, vous avez le cahier des charges qui est produit au niveau national, qui est validé par les 6 agences de l'eau. Il est déposé sur ce qu'on appelle le portail de l'assainissement et vous avez le lien vers ce portail de l'assainissement collectif à partir de notre page dans la rubrique « Se documenter sur le sujet ». Deuxième question que l'on reçoit quotidiennement, je n'ai pas reçu les identifiants pour le simulateur ou les informations qui y figurent sont erronées. Par exemple, je n'ai pas la bonne liste de stations, je n'ai pas les éléments de conformité, je ne suis pas d'accord avec la filière des ouvrages. Dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de déposer un message donc, sur l'adresse commune et de décrire vos difficultés. Donc, dans certains cas, il faut qu'on reboucle pour être certain que vous êtes bien le redevable. Dans d'autres cas, il faut qu'on regarde pourquoi nos listes de stations ne sont pas cohérentes. Et puis, quand il s'agit des filières d'ouvrages, des ouvrages, vous nous donnez
donner souvent des éléments de mise en œuvre d'une nouvelle filière à date. Donc, du coup, il faut qu'on le prenne en compte pour nos référentiels. Troisième question qui tient le palmarès des questions réforme des redevances. La population raccordée décrite par l'Agence de l'eau est erronée. Dois-je la corriger? Alors, comme on l'a vu dans la présentation, cette valeur, elle est surtout importante pour les redevables avec des ouvrages strictement inférieurs à 2000 équivalents habitants. Donc, vous pouvez bien sûr corriger cette valeur, mais l'Agence de l'eau ne sera pas informée de la correction. Puisque les saisies que vous faites dans le simulateur ne sont pas transmises à l'Agence de l'eau. C'est un outil qui est un outil pour vous et pour votre prix de l'eau. Toutefois, pour le calcul qui aura lieu en 2027, je pourrais déclarer dans le formulaire à l'Agence de l'eau une valeur plus faible, ou plus fiable, pardon, plus faible aussi, souvent, une valeur plus fiable dans ce formulaire et que j'aurai à compléter. C'est-à-dire qu'on va pré-remplir le formulaire et vous modifierez en fonction de l'expertise que vous avez pu avoir sur cette population raccordée. J'espère que tout était clair sur la performance d'assainissement. On va passer maintenant au thème numéro 3 donc, de la présentation. On revient sur ce qu'on nous appelle le bloc des redevances domestiques. Donc, du coup, je passe la parole à Madame Gueric. Alors, nous allons commencer par la redevance sur la consommation d'eau potable. Donc, concernant les évolutions liées à cette réforme, eh bien, cette redevance vient se substituer à la redevance pour pollution domestique à partir du 1er janvier 2025. Les redevables sont les abonnés au service d'eau potable. Et concernant le cas de la vente d'eau potable, les volumes sont à déclarer par le service acheteur qui en assure la distribution auprès des abonnés. Comment est calculée cette redevance? C'est l'assiette multipliée par le tarif. L'assiette étant le volume d'eau facturé sur l'année à l'abonné du service d'eau potable, quelle que soit la période de consommation ou de distribution de l'eau. À noter, concernant cette assiette, les volumes d'eau. Concernant les tarifs, il est de 0,46 € par mètre cube en 2025 et il sera de 0,34 € par mètre cube de 2026 à 2030. Un point important en raison du changement de tarif entre 2025 et 2026, en cas de facture rectificative, il faut utiliser le tarif appliqué au moment de l'émission de la facture initiale. Donc, en 2026, si vous faites une facture rectificative pour une facture émise initialement en 2025, c'est le tarif de 2025, soit 0,46 € par mètre cube qu'il faut appliquer. Concernant le calendrier, comme pour les autres redevances, la déclaration 2025 sera à effectuer au plus tard le 31 mars 2026. La déclaration ressemblera fortement à celle que vous connaissez déjà pour les redevances pollution et collecte domestique, c'est-à-dire avec un tableau facturation et un tableau d'encaissement et d'opérations diverses. Pour le tableau facturation, vous retrouverez donc le tableau déjà connu pour la pollution domestique qui était le code INSEE, le nom de la commune, le volume en mètres cubes soumis à redevance, donc pour l'année prochaine, le volume 2025, le tarif que je viens d'évoquer, le montant facturé étant le volume multiplié par le tarif. Une nouvelle colonne, si on compare avec le précédent formulaire de pollution et collecte domestique, c'est la colonne facturation forfaitaire. Pour les quelques cas, en tout cas pour notre bassin, où la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommée et quand il n'y a pas de comptage de l'eau distribuée. Dans ce cas, l'assiette est forfaitaire avec 65 mètres cubes multipliés par la population totale majorée déclarée pour chaque commune par le maire. Pour le tableau d'encaissement et d'opérations diverses, il sera constitué des colonnes aussi habituelles pour la redevance pollution et collecte domestique, c'est-à-dire qu'on avait facture rectificative, montant irrécouvrable et montant encaissé. Donc, bien sûr, pour la prochaine déclaration concernant la facture 2025, vous n'aurez pas de facture rectificative sur année antérieure, puisque 2025 est votre première année de facturation de cette redevance. Donc, vous aurez éventuellement uniquement à déclarer des montants irrécouvrables et bien sûr des montants encaissés. C'est les données que vous saisissez dans les tableaux facturation et tableaux d'encaissement et opérations diverses
donne lieu à l'affichage de données dans le tableau de suivi des sommes restant dues, qui présente donc le montant facturé, le montant encaissé et le reste à encaisser. Les ressources à disposition sont la page du site internet de l'agence de l'eau Seine-Normandie qui présente la redevance consommation, la plaquette sur cette redevance et la foire aux questions interagences précédemment évoquée. Une question qui nous est parfois posée concerne la possibilité de signer une convention de reversement pour cette nouvelle redevance sur la consommation d'eau potable. Donc, tout d'abord, l'obligation légale, elle est sur la déclaration à l'agence de l'eau d'un encaissement supérieur à 200 000 € atteint à la fin d'un trimestre ou depuis le début de l'année. Une fois ces 200 000 € atteints sur cette période, les redevables doivent adresser un état global de ces encaissements au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre. Ensuite, l'agence procède à l'émission du titre et en cas d'absence de déclaration spontanée de cet état global des encaissements, il peut y avoir des pénalités, des intérêts de retard. Ainsi, pour les redevables concernés, il est possible, mais non obligatoire, de signer une convention avec l'agence de l'eau afin qu'il n'y ait pas ce suivi tous les trimestres, mais simplement l'agence qui envoie des titres d'acompte régulièrement. Je passe la parole à Madame Lalvé pour les redevances pollution et collecte domestique. Alors, c'est quand même étrange de terminer le diaporama sur la réforme des redevances par des redevances qui ne sont justement plus existantes avec la réforme. Mais c'est comme ça qu'on a choisi de faire cette présentation. Alors, pour mémoire, ces redevances pollution et collecte domestique, ce sont des redevances que vous émettiez avant la réforme des redevances. Donc, à vos factures de 2025, ces redevances étaient portées sur les factures. Ce qui veut dire quand même qu'avec la réforme, on a substitué cette redevance de pollution par la redevance de consommation, donc abordée par Anne-Christine Guerig. Et donc, désormais, les services d'eau et d'assainissement ne peuvent plus effectuer au titre des anciennes redevances vous ne pouvez faire que des factures rectificatives ou bien sûr des encaissements qui auraient lieu après des périodes de recouvrement compliquées. Donc du coup, ces factures rectificatives, vous allez pouvoir quand même continuer à nous les déclarer puisque ces assiettes de redevance étaient basées sur l'encaissé. Et donc, l'encaissé, il n'est pas encore forcément terminé en novembre 2025 et il ne sera pas forcément non plus terminé en novembre 2026. Donc, la réforme a prévu ce qu'on appelle la fin de ce système et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, la première des choses, c'est que pour tous les redevables, anciens redevables de ces redevances pollution et collecte domestique, vous aurez une déclaration à faire d'ici le 31 mars 2026, mais vous n'aurez plus de volume et de montant facturé puisque vous n'avez pas facturé en 2025 sur ces usages. Donc le tableau qui est mentionné dans la diapo disparaît. Par contre, vous allez de nouveau avoir un certain nombre de déclarations à faire sur les encaissements et opérations diverses qui sont réalisées au cours de l'année par année de facturation. Donc, vous pourrez nous déclarer de l'encaisser sur des années antérieures ou des irrécouvrables ou des factures rectificatives. Donc, ce formulaire, il va être adressé par nos services à tous les redevables que l'on a identifiés avec des restes à encaisser, c'est-à-dire tous les redevables qui déclaraient à l'agence leur redevance, non pas sur le facturé égal encaissé, mais tous ceux qui suivaient leurs encaissements et leurs restes à encaisser. Et pour continuer à suivre ces restes à encaisser, vous aurez un formulaire spécifique en plus du formulaire de redevance de consommation. La réforme, elle prévoit un troisième temps de discussion. Donc, au plus tard, en février 2026, vous recevrez également
l'état des restes à recouvrer pour chacune de ces redevances à partir de la déclaration 2024 pour toutes les collectivités qui ont des restes à recouvrer supérieurs à 100 €, toute année de facturation confondue. Et donc, on reportera le reste à encaisser déclaré en 2024 sous forme d'un formulaire spécifique. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on commence à avoir un état partagé entre vous et nous de ces restes à recouvrer qui vont être à suivre au cours des années suivantes jusqu'à l'extinction de ce dispositif de redevance. Et le législateur a prévu qu'au cours de la déclaration à réaliser en 2028, donc là on se projette un petit peu dans le futur, pour l'année d'activité 2027, vous aurez à nous transmettre cette fois un état certifié par votre comptable, donc qui confirme les montants de redevances restant à recouvrer. Alors pourquoi? Parce que en fait, ça permet que s'il n'y a pas de transmission de ces justificatifs, l'agence de l'eau puisse exiger le reversement des sommes qui ne seraient pas justifiées par des suivis d'encaissement comptable. À noter aussi qu'à partir de la déclaration 2029, pour l'année 2028, ces restes à encaisser, ils seront agrégés, ils seront plus détaillés par année et on aura une valeur complète. Nous ne vous avons pas mis forcément beaucoup de questions sur ce solde des redevances pollution et collecte domestique, parce que c'est un mécanisme nouveau qui va se mettre en place au cours de la déclaration de l'année 2026. La nature même du justificatif de 2028 sera précisée ultérieurement. Pour le moment, nous allons vous mettre au fur et à mesure des informations sur ce sujet, plutôt autour de la foire aux questions interagences. Qui est en fait la foire aux questions au niveau national des 6 agences sur le thème de la réforme des redevances. Je crois qu'on a déroulé l'ensemble des diapos. Il faudrait que, on est un petit peu en avance, donc du coup, on a regardé dans les questions-réponses un certain nombre de questions qu'on peut essayer de répondre à la volée dans les 15 minutes qui nous restent. Donc, c'est un exercice un petit peu périlleux, mais on va essayer de le faire. Par exemple, on a une question où on nous demande est-ce que mon délégataire, peut avoir accès au simulateur? Alors, en ce qui concerne la performance d'eau potable, je me tourne vers Anne-Christine, mais je pense qu'il y a bien prévu sur le site de CISPEA un mandat de la collectivité vis-à-vis de son délégataire et de son exploitant pour que celui-ci dépose à la place de la collectivité les indicateurs. Par contre, en matière d'assainissement, sur le simulateur de l'agence de l'eau, nous n'avons pas détaillé, autorisé cette fonctionnalité. Alors, principalement par souci de simplification, pour que le simulateur, qui est quand même déjà un petit peu élaboré avec des types d'ouvrages et des déclinaisons, on n'est pas rentré dans cette fonctionnalité-là. Bien sûr, il n'y a pas de contrôle de l'agence de l'eau sur la personne qui utilise le simulateur, donc la collectivité qui veut que ce soit son exploitant qui fasse la simulation, sans que ce soit répété par les 460 personnes qui sont connectées, peut transmettre les coordonnées à son exploitant pour se connecter au simulateur. Nous n'en saurons rien. D'ailleurs, c'est très important que vous ayez bien en tête que les données qui sont sur le simulateur ne sont pas transmises à l'agence. On en reportera l'information sur le formulaire de déclaration et vous pourrez les modifier. Par contre, il n'y a pas d'automatisation de flux. Là aussi, pour des questions de développement informatique et de simplification, le simulateur, c'est une calculette qui est à votre disposition. La déclaration, c'est un autre acte qui a, lui, aussi des contraintes fiscales. Il y a une question sur
Comment est-ce qu'on peut voir les données qui sont déposées sur Roseau et si on n'est pas d'accord, comment fait-on? Du coup, vous avez dans les diapos que j'ai mentionné les rubriques que l'on reporte à partir de Roseau, donc les notions de conformité, les notions de rendement. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous pouvez simuler à partir des éléments que vous estimez être les bons, mais vous pouvez aussi prendre la tâche des services police de l'eau, qui sont les gardiens du temple de ces données Roseau. Pourquoi les données ne sont pas enregistrées dans le simulateur? Eh bien, c'est ce que je disais, notamment avec les questions de coût de ces simulateurs. Les conformités seront-elles établies en juin comme c'est écrit dans l'arrêté? Alors bon, je n'ai pas tout en tête en termes d'obligations sur les remises de conformité, mais la réforme des redevances c'est aussi accompagnée d'une demande à ce que les services police de l'eau en fait établissent toutes les conformités dans l'année pour que vous puissiez établir justement vos simulations à partir des courriers. Je le disais dans la présentation, avec peut-être en priorité un travail fait sur les stations d'épuration de plus de 2000 équivalents habitants, mais pour les autres ouvrages, des conformités aussi qui vont vous être délivrées jusqu'à la fin de l'année. Que se passe-t-il lorsque nous n'avons que la compétence de collecte, un autre syndicat assurant l'épuration? Dans ce cas, le redevable, c'est le syndicat qui assure l'épuration. Par contre, vous êtes partie prenante de la performance. Alors comment? Parce que vos résultats d'autosurveillance pour lesquels vous êtes maître d'ouvrage sur la partie collecte sont importants pour la performance globale du système d'assainissement. Et vous avez par exemple des obligations de mise en œuvre, notamment des contrôles des dispositifs d'autosurveillance, des points de collecte dont vous êtes le maître d'ouvrage. Combien de temps avons-nous pour faire un retour sur la redevance performance si on n'est pas d'accord? Alors, la question, c'est pour le moment, pour ce qui est à faire pour les factures 2026, vous avez à simuler pour calculer le bon coefficient de modulation à appliquer sur vos factures. Vous avez un deuxième temps d'échange avec l'agence au moment où nous, on calcule vraiment ces redevances de performance modulées. Et ce deuxième temps, il interviendra au cours de l'année 2027. Vous aurez le formulaire pré-rempli et vous aurez dans le formulaire les éléments que nous avons à notre disposition et qui nous permettent d'établir le coefficient. Et vous aurez loisir de les modifier ou de les amender avec des éléments que vous justifierez. Par contre, si dès maintenant sur le simulateur de la performance d'assainissement, vous avez, comme je le disais, des listes d'ouvrages qui vous semblent incorrectes, des natures de filières qui semblent incorrectes, n'hésitez pas à mettre un message à l'adresse réformedesredevances@aesn.fr. Je ne rentre pas trop dans les questions hyper techniques. On fera des réponses vraiment aux différentes personnes qui ont laissé des mails. J'essaie de sélectionner des questions qui peuvent être utiles pour tous. Les conformités sont-elles renseignées par les collectivités? Ne serait-ce pas à la police de l'eau? Donc, les conformités, je le disais dans la partie des axes, sont les valeurs que nous récupérons des services police de l'eau par le biais de la plateforme Roseau et que nous mettons à jour dans le simulateur. Et ce qui vous est demandé, c'est de les vérifier par rapport aux courriers qui vous sont remis. C'est bien sûr la police de l'eau qui vous adresse ces courriers-là et la police de l'eau qui complète Roseau pour que nous mettions à jour les simulateurs. Pourquoi est-ce qu'on a deux sites différents, un pour l'eau potable sur 6PA, un pour l'assainissement sur le téléportail? Est-ce qu'on pouvait faire plus simple? Certainement. On a fait aussi
rapidement. C'est-à-dire que vous avez vu que les textes, ils sont sortis en juillet 2024. Il fallait que tout soit prêt en septembre 2025. Donc, voilà, on a localisé les 2 simulateurs au plus proche des 2 sources de données. Donc, pour l'eau potable, c'était la base 6PA et pour l'assainissement, c'est les données des agences de l'eau. Alors, pour compenser les impayés, la collectivité peut-elle appliquer une contre-valeur? Alors là, c'est expliqué notamment dans le décret. Effectivement, il y a le souci des impayés puisque ces redevances de performance deviennent des charges à la collectivité, de la collectivité, comme pour la redevance de prélèvement. Et il est prévu la possibilité de tenir compte des impayés dans les contre-valeurs. Alors, je le fais de mémoire, c'est sur la contre-valeur de l'année 2027, me semble-t-il. Voilà, c'est sur les factures de 2027. C'est-à-dire que les prochaines factures de 2026, vous allez appliquer le tarif fois le coefficient de modulation simulé. Et à partir de 2027, vous aurez eu justement au cours de l'année 2026 les 2 titres de redevance de performance par l'agence et vous allez pouvoir voir si vous avez une part d'impayé importante et du coup modifier votre contre-valeur pour les factures de l'année 2027 en tenant compte. Pourquoi n'avons pas reçu les identifiants? Alors là, c'est à regarder pour votre cas précis. Comme je le disais, peut-être que nous ne vous avons pas identifié comme un maître d'ouvrage redevable de la performance d'assainissement. Et donc, dans ce cas, il faut si vous estimez que vous avez une station d'épuration dont vous êtes maître d'ouvrage, il faut qu'on regarde pourquoi vous n'êtes pas dans nos bases et qu'on procède à la modification. Alors, une personne qui débute dans la fonction et qui dit comment fait-on pour déterminer les coefficients pour la facturation de 2026? La première chose, c'est de réécouter ce webinaire. Et la deuxième, c'est d'aller voir sur notre site internet. Vous avez la rubrique détermination des facturations des collectivités qui vous guide plus précisément pas à pas sur les différentes étapes et les choses à regarder, tant pour l'eau potable que sur l'assainissement. Comment est-ce qu'on peut modifier le coefficient qui a été simulé ou peut-on le modifier? Vous pouvez le modifier pour mémoire. Ce qui est en grisé, vous avez la main. Ce qui est en vert, c'est calculé par le simulateur pour la performance d'assainissement. Donc, vous pouvez le modifier. Sur 6PA, je ne suis pas sûre, c'est-à-dire que je pense que c'est un calcul à partir de vos indicateurs de performance. Une question concernant les redevances 2026, la facturation s'applique-t-elle à compter du 1er janvier 2026 ou à compter de la dernière facturation? En est-il de même pour la redevance consommation eau potable? Pour les tarifs, pour la facturation, on est sur des années civiles complètes et pas de comparaison avec la dernière date de facturation. Donc, c'est bien la facturation s'applique à compter du 1er janvier 2026. Les délibérations, donc ce que je disais, côté agence de l'eau, nous ne sommes pas forcément la référence en termes d'administration des collectivités. Ça relève plutôt de vos préfectures, mais ce qu'on avait retenu, nous, c'est qu'une délibération est à prendre avant la fin de l'année pour le tarif de l'eau et de l'assainissement. Ces tarifs sont modulés, donc vous avez les délibérations modèles sur le site de la FNCCR et nous allons les remettre sur notre site de l'agence de l'eau. Il nous semblait qu'il y avait la possibilité d'attendre la première facturation pour que la délibération soit prise. On n'est pas tout à fait les plus experts sur ce sujet-là, donc retournez-vous, je dirais, vers votre préfecture pour confirmer le point. Mais en tout cas, les modèles et les éléments pour les établir sont mis à disposition par l'agence de l'eau. Alors, les questions exceptionnelles, on fera des réponses exceptionnelles. Donc, beaucoup de questions sur les délibérations. Donc, je crois aussi qu'il va y avoir, comme l'année dernière, une circulaire des préfectures
qui vous sera donné et des consignes. Est-ce qu'on peut faire supporter par le délégataire une dégradation du coefficient de performance d'assainissement? Alors, bon, oui, probablement dans le contrat, mais, mais ça fait partie peut-être des éléments de surveillance de ces contrats. En tout cas, c'est l'idée du législateur sur cette réforme des redevances, c'est que vous ayez, vous, collectivité, une meilleure peut-être prise en compte ou connaissance de ces performances des ouvrages d'épuration. Quand recevrons-nous les coefficients définitifs de 2026? Donc, si la question c'est à quel moment est-ce que l'agence de l'eau va calculer de manière définitive les redevances pour l'année 2025, vous les recevrez en 2026, courant de l'année, donc c'est en fonction des services instructeurs. Mais l'agence de l'eau ne vous donnera pas de coefficient, elle vous donnera une somme à régler qui va dépendre du volume, soit volume facturé en eau potable, soit volume assaini, multiplié par le tarif et multiplié par le coefficient de modulation que l'agence va estimer. Donc pour l'année 2026, nous vous rappelons que ces coefficients sont fixes. Ils sont de 0,3 sur l'assainissement et de 0,2 sur l'eau potable. Alors, la personne ne trouve pas le simulateur sur le téléservice des redevances, donc il faut regarder si vous avez la compétence en matière d'assainissement selon nos services et regarder pourquoi vous n'avez pas été initialisé. Donc ça, on regardera sur votre cas précis. Pareil, personne qui vient de se connecter sur le simulateur et qui constate que sa station est enregistrée à 2300 équivalents habitants, or elle est passée en moins de 2000. Alors attention, la capacité que nous affichons, c'est la capacité définie avec les services police de l'eau dans vos eaux. Donc, on corrige que si la police de l'eau est d'accord, hein. Donc, du coup, il nous faut des éléments un petit peu plus étayés que votre propre demande sur ce sujet. Pourquoi les valeurs de redevance ne sont pas calculées par l'agence de l'eau? J'imagine que ce que vous voulez dire, c'est pourquoi est-ce que l'on ne vous fournit pas les coefficients? Parce que pour appliquer sur vos contre-valeurs, parce qu'en fait, les données 2024, l'expertise complète prend un temps qui ne nous permet pas d'avoir fini d'instruire l'ensemble des instructions pour le fin septembre, quoi. Il faudrait qu'on ait fini la totalité des redevables du bassin. Ce qui n'est pas possible avec les équipes que nous avons. Et puis par ailleurs, les discussions sur les questions de conformité, de la même façon pour les services police de l'eau, ne sont pas terminées non plus. Donc du coup, effectivement, il y a un simulateur qui a été choisi avec finalement des coefficients qui sont établis par la collectivité en fonction de ses connaissances. Ouais, effectivement. C'est un choix de la mise en place de la réforme des redevances qui a été fait comme ça. Il est 12h01, je pense qu'on a déjà pas mal répondu à pas mal de questions. On continuera à adresser les réponses directement aux personnes qui ont utilisé le petit support pour vous adresser à vos adresses mail les réponses. Et puis, on vous mettra à disposition donc l'enregistrement de ce webinaire ainsi que le support sur notre site AESN. Voilà, et on vous remercie d'avoir été attentif, participatif et collaboratif pour la mise en œuvre de cette réforme des redevances.